Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous allez tous bien. On commence Inch'Allah le premier chapitre consacré sur l'appareillage basse tension. En termes généraux, qu'est-ce que signifie l'appareillage? L'appareillage est l'ensemble de dispositifs ou d'appareils qui permet de protéger, de sécuriser, de commander, d'isoler des circuits électriques pour des installations domestiques ou industrielles. Par exemple, dans les réseaux de transport, on trouve qu'il existe quelques appareillages qui permettent d'assurer la circulation de courant en toute sécurité, comme les interrupteurs, les sectionnaires, les relais, les contacteurs, les disjoncteurs, etc. Le but d'utiliser ces dispositifs est d'assurer la protection électrique, le sectionnement et la commande des circuits. On peut classifier les types d'appareillage dépendant de leur fonction, tension, destination, installation, type de matériel, température de service, utilisation et technique de coupure. Pour assurer un meilleur fonctionnement des installations électriques basse tension, il est nécessaire d'utiliser des équipements électriques suivants. On commence par le premier appareillage, le sectionneur. Le sectionneur, c'est un dispositif mécanique à commande manuelle à deux positions, ouvert ou fermé. Il est destiné pour isoler un circuit électrique de sa source. D'accord? Alors, le symbole de sectionneur est montré dans cette figure. Il est constitué de deux types de contacts. Soit des contacts principaux qui assurent la fonction d'isolement, soit des contacts auxiliaires qui permettent à mettre à vide le circuit de puissance avant l'ouverture des pôles principaux comme illustré dans ce schéma. On peut ouvrir ou fermer les contacts grâce à un poignet qui peut être intérieur frontal ou intérieur latéral, extérieur avec des dispositifs de verrouillage, par exemple par cadenas. Comme montré dans ce schéma, les différents types de sectionnaires avec des poignées pour ouvrir ou fermer. Alors, le fonctionnement de sectionnaire est mettre hors tension une installation électrique ou une partie de cette installation en toute sécurité électrique. Cela permet par exemple de condamner un circuit électrique afin de travailler en toute sécurité. Pour choisir l'utilisation d'un sectionnaire, on prend en considération quelques fonctions comme la taille et le calibre des cartouches visibles, courant maximal admissible pour les contacts principaux, nombre de contacts principaux. Il existe plusieurs types de sectionnaires, tels que sectionnaire porte visible, sectionnaire basse tension domestique ou industriel, sectionnaire moyenne tension et haute tension. Il est caractérisé par une coupure qui doit être visible, soit directement en observant la séparation des contacts, soit grâce à un indicateur de position si les contacts ne sont pas visibles. Un courant nominal qui traverse les pôles principaux des sectionnaires. Les nombres de pôles principaux, il existe deux types, soit tripolaire, soit tétrapolaire. Présence éventuelle de contacts auxiliaires, la tension d'emploi, présence possible de cartouches visibles et nature de la commande. On passe maintenant pour le deuxième dispositif, l'interrupteur. C'est quoi un interrupteur? Alors, un interrupteur, c'est un dispositif mécanique qui est capable d'établir, de transporter et de couper un courant apparaissant en fonctionnement normal d'un système et de fermer un circuit en sécurisé, même si un défaut est présent. Alors, c'est un appareil de commande, d'accord? C'est un appareil de commande capable de couper et de fermer un circuit en service normal. Un interrupteur n'assure pas de fonction de protection, sauf les interrupteurs différentiels. Ça, c'est un autre d'interrupteur. D'accord? Alors, comme montrer ce schéma, les différents types d'interrupteurs. Un interrupteur peut être capable d'établir des courants de court-circuit, mais n'est pas capable de les couper. Il est constitué d'un actionnaire manuel ou commandé, d'un ou plusieurs contacts électriques, d'un boîtier robuste et isolant permettant des opérations répétitives et sécuritaires et d'un support d'installation spécifique. L'interrupteur fonctionne en deux états, soit ouvert en état on, soit fermé en état off. Alors quand le circuit est fermé, signifie que l'interrupteur est en état on, le courant électrique peut circuler qui permet de l'appareil à fonctionner et le cas contraire c'est l'interrupteur est en état off. Il existe différents types d'interrupteurs
comme les interrupteurs unipolaires dans les milieux sèches, par exemple comme dans les chambres, interrupteurs bipolaires par exemple dans les milieux humides et à l'extérieur. Les milieux humides, c'est-à-dire comme dans les cuisines, dans les salles de bain, etc. Interrupteurs de allumage, comme par exemple dans les salons, les salles de bain ou dans les couloirs, d'accord. Interrupteurs de deux directions, va et vient, par exemple comme dans les halls et les couloirs. Interrupteurs de direction bipolaire dans les milieux humides. Les interrupteurs de direction et un inverseur, d'accord. Alors il est caractérisé par une intensité nominale, tension nominale et un pouvoir de coupure. On passe maintenant par le quatrième dispositif, c'est le disjoncteur. Un disjoncteur est un dispositif mécanique de commutation qui détecte tous les défauts possibles comme les surintensité, court-circuit, fuite de courant sur une installation, mais peu sensible, il n'offre pas à lui seul une protection suffisante, notamment pour les personnes. De plus, en cas de problème, il se déclenche et coupe l'ensemble de l'installation, ce qui rend difficile la localisation du problème. Alors on peut dire que les disjoncteurs peuvent remplacer les fusibles dans les circuits électriques basse tension à cause de leur fiabilité, sensibilité et leur réinitialisation. Alors le symbole d'un disjoncteur est illustré dans ce schéma. Alors il est constitué de deux contacts qui sont mobiles et fixes et chacun de ces contacts a leur rôle bien défini. Généralement ces contacts sont constitués de cuivre d'une taille et d'une section suffisante pour transmettre en permanence le courant assigné. Il est nécessaire qu'une faible résistance de contact soit maintenue et que les contacts ne soient pas soudés, détruits ou excessivement érodés par les contraintes thermiques et dynamiques élevées d'un court-circuit. Alors la constitution d'un disjoncteur est illustrée dans cette figure. Le disjoncteur peut fonctionner de la même manière qu'un interrupteur. La seule différence est qu'il se déclenche automatiquement. C'est un dispositif qui permet de couper de l'électricité si un problème est survenu, par exemple comme les court-circuits et surintensité. Un disjoncteur est très indispensable dans les installations électriques domestiques ou industrielles parce qu'il protège les équipements, les personnes liées pour chaque emplacement du circuit électrique, sachant qu'il existe plusieurs types de disjoncteurs qu'on peut l'utiliser dans n'importe quelle installation. Et les plus récemment utilisés sont les disjoncteurs divisionnaires et différentiels. Il est caractérisé par un courant nominal, un courant de réglage, un courant de fonctionnement, une tension d'emploi, un pouvoir de coupure et une contrainte thermique. On passe par le quatrième dispositif, c'est bien le contacteur. Un contacteur, c'est un appareil électromécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé électriquement et capable d'établir de supporter d'interrompre du courant dans les conditions normales du circuit. C'est essentiellement un appareil de commande et de contrôle capable d'effectuer un grand nombre de manœuvres sous des courants de charge normaux. Le contacteur a un rôle très important qui permet de commander à distance, comme montré dans cette figure. Un contacteur est composé d'un circuit principal qui contient la partie puissance, une bobine et un circuit de commande qui contient la partie moteur. On peut le trouver soit unipolaire, bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire, c'est-à-dire avec 1, 2, 3 ou 4 contacts de puissance. La partie principale ou la partie puissance permet de supporter les défauts apparus comme l'arc électrique durant l'ouverture et la fermeture du circuit, ce qui signifie que ce type de contacteur a un pouvoir de coupure. Par contre, la deuxième partie, la partie commande, les courants restent faibles devant la partie de puissance, ce qui donne un très faible pouvoir de coupure. Un électron aimant constitué d'une bobine qui peut être fourni en courant alternatif ou continu et d'un noyau magnétique considéré feuilleté. L'électron-aimant attire une palette mobile lorsqu'il est alimenté qui tire de sa part les contacts principaux. Les différents éléments dans ce schéma montrent la constitution interne d'un contacteur. On trouve aussi les contacts auxiliaires, des pôles de coupure et une bobine. Un contacteur peut fonctionner automatiquement à l'ouverture ou à la fermeture. Il permet aussi l'isolation entre les circuits de commande et de puissance. Il peut fonctionner en mode de tout rien, d'où la partie mobile sur laquelle sont fixés les contacts se déplace vers la partie fixe à travers l'alimentation de la bobine de l'électro-aimant.
fermant immédiatement tous les contacts de contacteurs. Lorsque la bobine est mise en tension, la partie mobile est recueillie par un ressort de rappel qui met les contacts en mode repos. Il contient d'autres contacteurs, des contacts auxiliaires instantanés et des contacts temporisés, ont pour objectif d'assurer un bon fonctionnement. Le contacteur peut trouver en divers types, comme les commutateurs de lame de coteau, contacteur manuel et un contacteur magnétique. Est caractérisé par une tension d'emploi, un courant d'emploi, un facteur de marche, une fréquence de manœuvre et une durée de vie. Un autre dispositif d'appareillage, c'est un relais. Un relais, c'est un mécanique de connexion ayant une seule position de repos, commandé électriquement et sert à effectuer des opérations logiques ou de commande pour de très faibles puissances, telles que le courant nominal, il sera inférieur ou égal par exemple à 4 ampères. Alors on trouve plusieurs types de relais. D'accord? Parmi ces types de relais, alors on s'intéresse sur les relais classiques. Alors les relais classiques sont destinés pour des relais les plus anciennes technologies comme les relais électromécaniques et les relais statiques. La seule différence réside dans la présence ou l'absence de composants mobiles. Le relais électromécanique, c'est un dispositif robuste au fonctionnement simple qui se révèle fiable dans une variété d'applications, y compris celles impliquant de forts courants et des environnements dangereux. Il offre une oscillation électrique complète, peuvent résister aux fortes pointes de tension et de courant et ne sont pas sensibles aux bruits électriques, tels que les inférences électromagnétiques et les perturbations radioélectriques. Il est constitué par des contacts, une armature, un ressort et un électro-aimant. Il peut fonctionner si on applique un courant, la bobine ou l'électro-aimant crée une force d'attraction, d'où la palette bouge et ferme les contacts, qui permet de circuler un courant dans le circuit. Pour choisir un relais électromécanique dans un circuit électrique, il faut considérer quelques caractéristiques: un courant maximum, une tension maximale, une tension de commande, un nombre de pôles, un pouvoir de coupure et un type de commutation. Le relais statique. Les relais statiques remplissent le même objectif fondamental que les relais électromécaniques, mais sont entièrement électroniques, basés sur les semi-conducteurs, sans pièces mobiles, c'est-à-dire les relais statiques ne sont pas comme les relais électromécaniques. Oui. Il ne contient pas des pièces mobiles et la base construction de ces relais sont à base de semi-conducteurs, par exemple comme les diodes, thyristors, transistors, etc. D'accord? Alors ces relais sont les premiers relais, étaient basés sur des transistors et ils exécutaient une commutation franche. Maintenant, ils peuvent souvent remplir des fonctions bien plus compliquées au moyen de circuits électroniques numériques, de microprocesseurs et de mémoire. Les relais statiques fonctionnent dans une plage de tension plus basse, ce qui les rend bien adaptés aux dispositifs électroniques, mais moins adaptés aux applications haute puissance. Ils peuvent être sensibles aux transitoires de tension ou de courant et au bruit. Les relais statiques comprennent un circuit d'entrée, un circuit de commande et un circuit de sortie puissance pour réguler le courant. Le circuit d'entrée inclut un optocoupleur qui permet d'assurer une bonne isolation électrique entre le circuit de commande et le circuit de puissance. Et le circuit de puissance est composé par des constituants d'électronique de puissance tels que le thyristor, GTO, Tiriac ou l'IGBT, comme montré dans ce schéma. Le relais statique peut fonctionner si la tension dépasse la tension d'amorçage spécifiée est appliquée. Le circuit de commande déclenche le relais. Lorsque la tension tombe en-dessus de la tension de relâchement, le relais se désactive. En vue de choisir un relais statique dans un système électrique, il faut tenir compte de des caractéristiques essentiellement comme un courant maximum, une tension maximale, mode de courant continu ou alternatif, une tension de commande. Les dispositifs de commutation de relais statique pour les réseaux alternatifs sont des thyristors ou Tiriac.
Le relais statique, lorsqu'il est bloqué, un courant faible circule dans la charge. Ce courant est connu par le courant de fuite qui est très faible à condition que la température de jonction est appropriée. Pour confirmer un bon fonctionnement des deux types de relais électromécaniques et statiques, il existe d'autres caractéristiques qu'on peut être considérées comme montrées dans ce tableau. On termine par le dernier appareillage, le fusible. Un fusible est un dispositif de sécurité. Son rôle est d'interrompre le courant électrique dans un circuit électrique en cas d'un défaut de court-circuit ou de surcharge. Les différents types de fusibles sont montrés dans cette figure. Vous notez que le fusible le plus couramment utilisé, c'est bien le type à cartouche. Il est généralement constitué d'un tube habituellement en céramique, contenant une ou plusieurs lames fusibles qui sont connectées à chaque extrémité à des capsules placées au bout du tube comme montré dans cette figure. Si un fort pouvoir de coupure de courant est nécessaire, la cartouche est remplie de sable de grande pureté chimique et à taille de grain contrôlée. Le fusible entier est remplacé une fois qu'il a fonctionné et qu'un défaut a été interrompu. Les cartouches fusibles sont utilisées pour une gamme de tension et de courant beaucoup plus étendue que celle de fusibles à semis fermés. Généralement, le fusible contient une marque, un type, un calibre et une tension. On trouve qu'il est constitué à l'extérieur d'une zone de contact supérieure et inférieure, d'un fil fusible, d'un tube isolant et d'un silice qui contient de sable. À l'intérieur du fusible, on trouve les différents éléments. Les fusibles peuvent être classés en deux types, soit à limitation de courant, soit sans limitation de courant. Dans le premier type, une cartouche fusible remplie de sable est du type à limitation de courant quand elle fonctionne. Elle limite le courant de puck à une valeur qui est substantiellement plus faible que le courant attendu. Par contre, dans le deuxième type, ne limite pas significativement le courant. La fusion se produit aux premières encouches quand une surintensité circule et cela entraîne un certain nombre d'arcs contrôlés en série. La tension aux bornes de chaque arc contribue à la tension totale aux bornes du fusible et cette tension totale entraîne l'annulation du courant. La fonction du sable est d'absorber l'énergie des arcs et d'aider à leur étouffement. Quand un courant élevé est interrompu, le sable autour des arcs fond et la lame fusible est habituellement en argent du fait de sa résistance à l'oxydation. On trouve qu'il existe d'autres types de fusibles comme les fusibles à expulsion qui est utilisé dans les gammes à haute tension et un fusible modulaire universel qui est employé sur les cartes de circuit imprimées. Il est caractérisé par une tension nominale, un courant nominal, un courant de non-fusion, un courant de fusion, un courant de court-circuit, un pouvoir de coupure et un temps qui limite sa durée de vie. D'après la citation de différents appareillages basse tension, maintenant je passe aux autres appareillages qui sont petits avec faible puissance. Le petit appareillage électrique désigne un ensemble de dispositifs matériels de faible puissance qui permettent d'assurer la protection, la commande, le sectionnement et la connexion de d'autres matériels électriques comme les interrupteurs, prises de courant, les transformateurs de séparation, les boîtes de connexion, etc. Parmi ces appareillages, on va voir quelques appareillages comme les interrupteurs. Les interrupteurs sont destinés à commander la mise en service ou l'arrêt d'un appareil ou d'un point lumineux. D'un point de vue esthétique, il existe une grande variété de modèles de taille et de couleurs. Ils permettent d'assurer des fonctions de commande différentes. Il en existe différents types. Parmi ces types, on trouve un interrupteur simple allumage, un interrupteur va-et-vient, l'interrupteur double allumage et un permutateur. Qu'est-ce que ça veut dire un permutateur? Un permutateur, généralement, on le trouve dans l'installation d'interrupteurs va-et-vient qui permet l'allumage entre deux points différents. Cette image montre les différents types d'interrupteurs. Normalement, tous, vous avez ces interrupteurs à la maison.
L'interrupteur est constitué de 4 parties. Un enjoliveur, comme montre cette figure, qui entoure l'ensemble, un bouton de commande, l'appareil qui contient l'interrupteur simple, va-et-vient, variateur, bouton poussoir, etc. Ces différents types d'interrupteurs qui se raccordent au circuit et un boîte d'encastrement fixé dans le mur. Alors, l'interrupteur est destiné à une commande appelée simple allumage. Il peut fonctionner soit actionné une fois il met en service l'appareil, soit actionné une deuxième fois il coupe l'alimentation de l'appareil. L'interrupteur comporte une seule touche à bascule. Il est muni de 2 plots de raccordement, l'un pour le raccordement de la phase, l'autre étant dirigé vers l'alimentation de l'appareil. Oui. Alors, il est caractérisé par un courant nominal, une tension nominale, un pouvoir de coupure, et il y a d'autres caractéristiques comme le type, la couleur, l'indice de protection et la marque. On passe par le deuxième dispositif, c'est bien la prise de courant. Les prises de courant sont destinées au raccordement d'appareils mobiles et consommant très peu de puissance. Il est toléré que la prise de courant serve également d'organe de commande, sinon tous les appareils doivent être pourvus d'un interrupteur assurant la fonction marche-arrêt. Les prises de courant ne sont pas des organes de commande, mais leurs connexions et déconnexions doivent donc être effectuées hors charge. Cependant, elles peuvent être soumises au mauvais traitement consistant à établir et interrompre le courant tout en assurant la sécurité de l'utilisateur. Vous voyez ici ces différents types de prises de courant. Alors, différents modèles de prise sont disponibles en fonction de la nature de l'installation domestique ou industrielle. Par exemple, ensaillé. Ensaillé, c'est-à-dire fixé sur le mur. Encastré, c'est bien invisible, ou pour une pose des plinthes en bois. Les plinthes ici, normalement, tous à la maison, vous avez des plinthes. Les plinthes sont installées ou placées généralement. Alors, c'est la fin de mur, il y a des plinthes, soit en bois ou d'autres matières. En réalité, on distingue deux types de prises. Les prises de courant mâles comme les fiches et les types femelles. Alors, les prises de courant sont constituent, comme montre cette figure, 3 fils. Il y a un fil bleu, un fil rouge et un fil jaune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le fil rouge? Le fil rouge signifie la phase et le neutre avec un fil bleu. Et un autre fil placé par la couleur jaune qui est la terre. Il est utile pour les risques d'électrocution. Lorsqu'elle est reliée au disjoncteur, elle permet à évacuer un défaut de courant de fuite qui s'échapperait d'un appareil électrique. Alors, en général, les 3 fils qui sont visibles sur la prise ayant un rôle spécifique dans la phase et le neutre permettant d'alimenter l'appareil branché puis de retransmettre l'énergie vers le circuit électrique, et la terre permet de protéger les personnes si un défaut est survenu dans l'installation. Alors, leurs caractéristiques résultent d'un comprimé entre une pression sur les contacts suffisamment fort pour limiter les échauffements et suffisamment faible pour éviter des efforts de manœuvre et des usures intolérables. On trouve d'autres caractéristiques qui définissent la prise de courant, qui est désignée par sa tension en volts, son intensité en ampères. Il doit être associé à une prise de terre pour affirmer la sécurité. Alors, n'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas ici, dans les installations de prise de courant, il faut mettre un 3e fil, soit par la couleur jaune, soit par d'autres couleurs. C'est pour la sécurité. D'accord? On passe à un autre dispositif au appareillage qui sont les boîtes de connexion. Qu'est-ce que ça veut dire une boîte de connexion? Et normalement, vous avez tous à la maison ces boîtes. Les boîtes de connexion sont destinées à héberger les raccordements entre conducteurs pour les répliquages ou les dérivations. Il existe également des boîtes de connexion à placer à la fin de ligne, destinées au raccordement d'appareils fixes tels que four électrique, plaques de cuisson, appareils de chauffage. Il existe des boîtes de connexion pour les installations ensaillées et les installations encastrées. Les boîtes pour les installations ensaillées sont souvent en plastique et équipées au nom de bornets de raccordement. Il existe également des boîtes étanches pour les installations dans les locaux humides. Dans les installations encastrées, les boîtes de connexion sont de taille et de forme variées en fonction des besoins.
Les connexions à l'intérieur de ces boîtes sont réalisées à l'aide de dominos, de connecteurs automatiques et de bornes de serrage. Ces trois constitutions montrent les éléments qui comprennent dans les boîtes de connexion, d'accord? Et cette figure montre les différentes boîtes de connexion qu'on peut le trouver soit à la maison, soit dans l'industrie, d'accord? Alors, il existe différents types de boîtes de connexion. L'utilisateur doit être respecté et pris en considération quelques caractéristiques comme indice de protection, indice de tenue au choc, tension et courant nominal, isolation, la couleur, tenue au fil incandescent, température d'utilisation, la matière et la norme. On passe maintenant au déclenchement des appareillages. Qu'est-ce que ça veut dire un déclenchement des différents appareillages, soit basse tension, soit petit appareillage? Le déclencheur est le système de commande de l'ouverture automatique de l'appareillage, effectuant la coupure de courant. Pour le petit appareillage basse tension et faible courant, les organes de mesure de commande et de coupure sont assemblés dans le même boîtier. Mais pour le gros appareillage comme les hautes tensions et fort courant, les organes de mesure de commande et de coupure constituent différents éléments. Le déclenchement des appareillages peut se subdiviser en trois classes. On trouve un déclenchement thermique, un déclenchement magnétique et un déclenchement différentiel. Alors, pour faire différencier entre ces appareillages, d'accord, on peut les différencier par des mesures, par exemple, mesures de support, d'accord, par exemple, comme la tension nominale du réseau, les surtensions transitoire, le courant nominal, le courant de court-circuit et la coupure de l'arc électrique. Et pour terminer ce cours, j'ai mis ce tableau qui différencie les différents appareillages et les plus utilisés, d'accord, soit côté domestique ou industriel, d'accord, pour faire seulement c'est une comparaison pour démontrer parmi ces appareillages quelles sont la tension nominale, le courant transitoire, pouvoir de coupure et quelles sont les principales caractéristiques dépend de chaque dispositif. Et bon courage.